Nous prions à tout le monde de bien vouloir désactiver le micro pour éviter les interférences et de n'ouvrir qu'en cas de parole accordée pour nous permettre un bon déroulement de la réunion. C'est bon, Tania, pour toi? Oui, c'est bon, tu peux commencer. Je vais défiler pour toi et tu peux Pas de commencer. souci. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde est là. On peut au moins désactiver, qu'on entende le voix parce qu'on ne veut pas avoir des micros juste sans personne. Est-ce que tout le monde m'entend? Tout le monde est là? Tout le On est monde est là, là. Oui, nous sommes on là. Bonsoir. t'entend. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la réunion. On est là, bonsoir. Oui. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Donc, Bonsoir. sans plus tarder, nous vous remercions tous et toutes d'être venus et de vous donner ce sacrifice pour participer à ce deuxième webinaire du mois. Le mois passé, nous avons eu un très bon webinaire qui a été animé avec, qui a été modéré par notre présidente Tania. Et ça a été un moment très, très agréable nous avons beaucoup appris de cette réunion avec des découvertes énormes et des progressions, de prouesses scientifiques qui sont faites sur Ebola dans notre milieu. Et selon notre agenda, nous avons prévu au moins chaque mois de nous retrouver à ce type de réunion pour nous permettre de promouvoir la science et de discuter sur des sujets qui relèvent vraiment de l'actualité. Et vous allez remarquer tout à l'heure que le sujet est très passionnant à l'ère de numérique. Et nous avons eu la gentillesse du professeur Claude Takenga qui a bien accepté de assurer ce webinaire avec un sujet que vous allez découvrir tout à l'heure. Pour parler de l'orateur, le prof Takenga est diplômé de l'Université polytechnique d'État de Saint-Pétersbourg en ingénierie, en radio et télécommunications. Il a obtenu son doctorat de cette université et il a obtenu son doctorat en électronique et informatique de l'Université de Hanovre en 2007 et dont il a reçu le titre de docteur ingénieur. Dans sa carrière, il a occupé des postes clés en recherche, notamment comme scientifique principal à l'Université de Hanovre ainsi qu'à l'Université de Rostock. Il a travaillé pendant 3 ans comme scientifique senior à l'Université technique de Vienne. Depuis 15 ans, il exerce en tant qu'ingénieur de projet avec l'entreprise allemande Infocom, spécialisée dans le domaine de recherche et développement du système exploitant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le professeur Takienga a également une grande expérience académique. Il a enseigné dans plusieurs universités à travers l'Europe et en République démocratique du Congo, notamment à Alpen Adria en Autriche, ainsi qu'à l'Université officielle de Rwenzori, à l'Université de Lubumbashi, à l'ULPGL, à l'ICBC, et entre autres, vous avez bien compris que le parcours est très logique. Il a activement participé à plusieurs projets de recherche européens, notamment dans le cadre des programmes FP7 et Horizon, collaborant avec divers partenaires au sein de multiples consortiums internationaux. Depuis lors, depuis lors, depuis 2016, il est certifié gestionnaire de projet par la Commission européenne pour les projets financés par l'Union européenne. Auteur de plusieurs publications, d'environ 50 publications scientifiques et livres, il a récemment publié un livre sur l'informatisation des systèmes en guide pratique pour l'implémentation numérique, paru il y a seulement 6 mois, que nous recommandons vivement à tous d'essayer de nous en procurer pour soutenir l'œuvre combien louable de notre orateur du jour.
Comme vous avez compris, la dernière publication étant en rapport effectivement avec le numérique, le sujet du jour sera l'implémentation de la santé numérique, défis majeurs et opportunités clés. Donc, avant de passer la parole au professeur Takenga, je vais juste défiler quelques diapositives pour vous montrer que le calendrier de l'année, il est très riche. Ne manquez pas à tous ces bons rendez-vous. Vous avez bien vu qu'entre mai et avril, on a eu le webinaire en Zoom sur les jeunes académiciens de la GGRDC, plusieurs thèmes sur l'expertise multidisciplinaire et la promotion de la science dans la société congolaise. Vous avez bien là franchir les obstacles qui a été animé avec le prof. Euh, nous étions avec le prof, j'ai oublié le nom. Nous étions avec qui? Il y avait le Tania qui avait animé le séminaire. C'est trop petit, j'ai du mal à voir les profs Hippolyte. Et donc, c'était très bien, un bon webinaire. Et je crois que nous avons dû enregistrer pour nous remémorer parce qu'on a vu que la science fait vraiment son travail. Derrière ça, aujourd'hui, nous aurons ce webinaire qui est bien prévu. Et au mois de juillet, encore, on aura des activités énormes avec, nous avons prévu dans le cadre de la sensibilisation de différentes activités, quelques petites minutes à la radio-télévision nationale qui vont être animées chaque fois pendant 5 minutes avec des petites vidéos très courtes qui vont être mises en place pour sensibiliser et informer les gens sur ce que nous faisons. Et là, on voit bien que notre ami qui s'occupe bien des nanoparticules sera très actif dans cette thématique et nous avançons. On voit bien, ça c'est des photos des anciens webinaires. On prévoit le 4 juillet prochain une grande assemblée générale à laquelle nous vous convions tous pour que nous puissions échanger sur le bon fonctionnement de notre organisation. Je dois vous rappeler que cette organisation égorge des cerveaux, égorge des CV incommensurables et nous devons en faire valoir auprès de tout le monde pour montrer ce que nous faisons et ce que nous valons parce que c'est une réserve, comme je l'appelle, stratégique de la République. Et dans le cadre toujours des activités, il est prévu des ateliers trimestriels pour les jeunes chercheurs. Et ces ateliers vont être organisés dans le cadre de publications, de comment écrire, tout ce qu'il y a autour de la bonne science pour permettre aux chercheurs d'être bien outillés dans le cadre de sa recherche sera mis au profit de nos jeunes Congolais. Et ça, ne manquez pas à tous ces rendez-vous et nous vous prions d'en faire large diffusion. Pour terminer, nous avons également une assistance gratuite qui va être organisée par les membres de l'Académie pour essayer de soutenir les jeunes chercheurs dans le cadre de leurs publications, parce qu'il y en a qui ont des ambitions pour écrire, mais qui ne savent pas comment commencer. Parfois, on a du mal à trouver un bon lecteur, un bon revieweur, et nous allons nous proposer pour essayer d'aider les uns et les autres en faisant ce travail qui sera d'une qualité énorme. Comme vous avez vu, nous sommes nombreux à être compétents dans beaucoup de domaines. Les candidatures de bourse, etc., seront donc organisées pour essayer de soutenir toujours la recherche. Et il nous restera un point important, ce sera le lancement de la rentrée scolaire avec l'enseignement supérieur, avec les PSP. Et j'espère que nous allons, à cette occasion aussi, montrer aux jeunes ce qu'il faut, le choix judicieux à faire pour permettre aux jeunes de leur donner le goût de la recherche et de ce que nous faisons. Sans plus tarder, après cette brève introduction, je vais passer la parole au professeur Claude Takenga pour l'économie de sa présentation que nous espérons va être courte pour nous permettre ensuite de passer à la partie sur la discussion. Professeur Claude, vous avez la parole. OK, merci beaucoup, cher professeur Tété, pour la présentation. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers le comité de l'ASJ pour l'organisation de ces séries de conférences mensuelles. C'est toujours un plaisir, un véritable privilège
de partager nos résultats de recherche avec la communauté scientifique. Notre thème d'aujourd'hui, comme l'a déjà signalé, l'implémentation de la santé numérique, va aborder à la fois ses défis majeurs et ses opportunités clés. Je vais partager mon écran. Voilà, maintenant, nous allons débuter cette présentation par explorer les motivations principales pour l'intérêt croissant pour la santé numérique. Ensuite, nous allons parcourir l'histoire de l'évolution de ces secteurs afin de mieux comprendre comment nous sommes arrivés à l'étape actuelle. Nous examinerons bien sûr l'implémentation des solutions technologiques dans le domaine de la santé, suivi d'une discussion sur la sécurité des données et la protection de la vie privée. Ce sont des aspects fondamentaux à maîtriser dans ces domaines. Et en conclusion, je présenterai un de nos projets de recherche dans ce domaine et j'espère que cette présentation sera une bonne opportunité pour que nous puissions comprendre le sujet. Maintenant, si nous commençons par les motivations à la santé numérique, on commence la définition. La santé numérique, qui est aussi appelée e-santé ou santé digitale, c'est l'application des technologies de l'information et de la communication au domaine de la santé et du bien-être. Nous savons que les technologies du numérique ont une valeur qui est incontestée dans le secteur de santé et leur usage est qualifié de tous les superlatifs. Quotidiennement, on parle de transformation, on parle de la révolution, on parle de disruption du soin. Donc, la santé numérique est également connue sous le nom de e-santé ou santé électronique ou santé digitale. Et ça englobe, comme je l'ai dit, l'utilisation des technologies de l'information et des communications pour fournir des services de santé de manière plus efficace et efficiente. En Afrique, où les défis en matière de santé sont nombreux, la santé numérique offre des solutions innovantes pour surmonter ces obstacles. Comme le montre l'exemple ici que nous avons devant nous, nous avons la dame sur l'image équipée de divers capteurs qui mesurent ces signaux vitaux, hein, et les transmettent par exemple via Bluetooth à son téléphone. Et de là, ces données sont transférées soit par Internet des opérateurs mobiles, des téléphonie mobiles, soit ici par Wi-Fi, vers un système auquel les personnels de santé ont accès. Et en cas d'alerte ou bien d'urgence, ces personnels peuvent être alertés. Maintenant, quelles sont les motivations à la santé numérique? L'implémentation de la santé numérique en Afrique est motivée par plusieurs facteurs qui sont clés et qui visent à améliorer l'accessibilité, à améliorer la qualité et l'efficacité des soins de santé sur le continent. Je peux donner ici quelques exemples, quelques principales motivations.
On voit ici amélioration de l'accès aux soins. Parce que dans de nombreuses régions africaines, l'accès aux services de soins est limité en raison de la distance géographique. Mais aussi compte tenu du manque d'infrastructures ou bien de la pénurie des professionnels de santé. Et dans ce cas, la santé numérique peut permettre aux patients d'accéder à des consultations médicales à distance, réduisant ainsi le besoin de se déplacer physiquement. Nous voyons ici gestion des maladies chroniques. Parce qu'avec l'augmentation des maladies qui sont non transmissibles, comme le diabète, l'hypertension, il y a la santé numérique qui peut offrir des outils pour mieux gérer ces conditions à long terme, permettant des suivis réguliers et personnalisés à travers, bien sûr, des applications et des dispositifs connectés. Nous avons ici surveillance et réponse aux épidémies. Parce qu'il y a des plateformes numériques qui peuvent jouer un rôle important dans la surveillance des épidémies et la réponse rapide aux exigences sanitaires. Donc, elles permettent de collecter, permettent d'analyser les données à temps réel pour orienter les décisions et actions des autorités de santé. Nous avons amélioration des qualités des soins. Les technologies numériques peuvent contribuer à améliorer la qualité des soins en facilitant le diagnostic qui est précis grâce à l'intelligence artificielle. Aussi en améliorant la tenue des dossiers médicaux et en facilitant la communication entre les prestataires des soins. Et à réduction des coûts. Bien sûr, et à réduction potentielle des visites hospitalières grâce à un suivi à domicile. Gestion des stocks des ressources. Gestion des stocks et des ressources. Ici, les systèmes de santé numérique peuvent aider à gérer efficacement les stocks des médicaments ou bien d'équipements médicaux, ainsi que les ressources humaines, en assurant une répartition qui est équitable des ressources là où elles sont le plus nécessaires. Et à facilitation de la gestion autonome de la santé. Ici, on voit engagement des patients. Parce que la technologie permet aux patients de jouer un rôle plus actif dans la gestion de leur santé. Et c'est grâce à des outils qui les aident à suivre leur état de santé et à comprendre leur traitement et à communiquer plus facilement avec les soignants. Il y a un dernier, ici, il y a éducation et sensibilisation. Parce que la santé numérique offre des opportunités pour éduquer et sensibiliser la population à des pratiques de santé importantes via les applications mobiles. Ça peut être via les messageries ou d'autres plateformes médiatiques. Maintenant, ces motivations sont soutenues par l'augmentation de la pénétration d'Internet et bien sûr de la disponibilité croissante des smartphones en Afrique. Et ceci crée un environnement propice au développement et à l'adoption des solutions de santé numérique. Nous avons, face à ces défis maintenant, quelles sont les stratégies mises en place au niveau mondial et en RDC? Il y a la stratégie mondiale pour la santé numérique 2020-2025 de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, en 2020, dans une de ses résolutions, l'Assemblée mondiale de la santé a adopté cette stratégie qui avait comme vision et objectif, donc la stratégie vise à utiliser les technologies numériques pour améliorer l'accès aux soins de santé, pour renforcer les systèmes de santé et protéger les populations, bien sûr aussi pour promouvoir la santé mondiale. Et comme action prioritaire de cette stratégie, il y avait renforcement des infrastructures numériques de santé, il y a promotion de l'interopérabilité des données et des systèmes, que les systèmes puissent communiquer entre eux. Il y a expansion des services de santé numérique, y compris la télémédecine. Il y a renforcement des capacités des professionnels de santé et des utilisateurs finaux
Il y a protection des données de santé et respect de la vie privée. Maintenant, au niveau de la RDC, il y a le plan national du numérique Horizon 2025 qui a été adopté en 2019. C'était sous le haut patronage du président de la République. Il y avait un atelier de validation de ce plan qui a été organisé en septembre 2019. Maintenant, les constats en RDC, selon les statistiques de ce plan national du numérique, étaient que les logiciels existent, certains logiciels existent qui sont utilisés, mais ne tiennent pas compte de l'interopérabilité. Donc, les systèmes ne peuvent pas communiquer entre eux. Il y avait problème, la connexion Internet, intranet, qui est très déplorante au niveau de la RDC. On utilise encore deuxième génération ou troisième génération de télécoms, rarement le VSAT. Il y a manque de standardisation, manque de normalisation et de réglementation. Il y a problème de disponibilité, de sécurité et de faible qualité des données. Il y a défaillance de fonctionnement de la plupart des équipements informatiques qui sont fournis. Il y a implémentation non régulée et insuffisance des compétences en technique ou bien TIC. Il y a aussi peu d'applications métiers. Et ce plan avait a comme 4 piliers stratégiques dont nous avons l'infrastructure. Ici, on voit large bande. On voit ici le centre des données. Il y a au niveau de usage applicatif, il faut développer la culture du numérique, l'administration électronique, sécurisation des usagers. Stratégie contenue, on voit ici les big data, ou bien ce qu'on appelle les mégadonnées, hein, l'industrie locale du numérique. Mais il y a aussi gouvernance et régulation, parce qu'il faut qu'il y ait un cadre légal pour la cybersécurité, l'interrégulation. Et en RDC, la santé et l'éthique, cela est encadré par un service public gouvernemental, c'est l'Agence nationale d'ingénierie clinique et de l'information et de l'informatique de santé, ANISIS, qui fait la promotion. Donc, ça a pour but de faire la promotion de l'informatique de santé dans différents domaines. Et les domaines qui sont listés là, il y a la télémédecine, télésanté, la robotique médicale, les données sanitaires massives, il y a la cartographie sanitaire, l'utilisation des drones dans la chaîne logistique sanitaire, il y a la maintenance des équipements biomédicaux, il y a la bioinformatique, la médecine prédictive. Maintenant, allons à l'histoire, ou bien l'historique. L'histoire de la santé numérique remonte à plusieurs décennies, mais elle s'est particulièrement accélérée ces dernières années avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Si on voit l'aperçu de son évolution, on va voir que les premières tentatives de numérisation des données médicaux remontent aux années 1960-70. C'est avec le développement des premiers systèmes informatisés de gestion des dossiers médicaux dans les hôpitaux et les cliniques. Mais après, il y a émergence de l'Internet et des technologies mobiles. Donc, l'avènement d'Internet dans les années 1990 a ouvert de nouvelles possibilités pour la santé numérique. Il y a les premiers sites web médicaux qui sont apparus, offrant des informations sur la santé et des ressources médicales en ligne. Par la suite, il y a l'expansion des technologies mobiles qui a permis le développement d'applications et de services de santé mobile. On a continué vers les années 2000, la télémédecine. Ici, on voit la réalisation des diagnostics à distance, comme on le voit là. Il y a la surveillance à distance des patients atteints de maladies chroniques. Il y a aussi la formation à distance des professionnels de santé. Il y a aussi la téléconsultation qui permet aux patients d'avoir accès à des consultations médicales à distance, notamment dans les zones reculées
où les médecins sont rares. Après, il y a adoption des dossiers médicaux électroniques, parce qu'au cours des dernières décennies, il y a de nombreux pays qui ont adopté des dossiers médicaux électroniques, remplaçant progressivement les dossiers papier. Comme chez nous, nous avons les fiches des patients. Maintenant, cela est remplacé. Parce que les dossiers médicaux électroniques facilitent le partage sécurisé des informations entre les prestataires des soins de santé. Ça améliore aussi la coordination des soins et la prise des décisions médicales. Parce que nous savons, la numérisation des dossiers médicaux, ça permet un meilleur suivi des patients, réduisant les erreurs médicales et en garantissant une continuité des soins. Parce que si vous voyez, même en cas d'accident, on a accès direct aux données essentielles, telles que le groupe sanguin, les médicaments à éviter, les allergies, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça facilite le transfert entre différents établissements de santé. Comme le montre cette image ici, le dossier électronique de santé ou Electronic Health Record contient toutes les données relatives à la santé de la personne. Maintenant, il y a explosion des applications de santé mobile avec l'accroissement des smartphones. C'est maintenant tout le monde qui a un smartphone, au moins un. Donc, des milliers d'applications de santé et de bien-être sont désormais accessibles. Comme on voit ici cet exemple, nous avons une personne âgée qui se déplace avec des capteurs qu'elle porte. Ces capteurs transmettent les données au système. En cas d'urgence, il y a soit la famille, il y a soit les ambulanciers ou les médecins traitants qui sont alertés. Vous voyez, ceci réduit la peur à ces patients, à cette personne âgée de tomber. Parce que si je tombais, il y aura un secours. Alors, ça diminue les risques et puis qu'il y ait une crise parce que la personne est régulièrement mobile. Dans une direction, ici, nous voyons ici, il y a les données qui sont collectées et les informations qui sont envoyées vers les personnes de secours. Et dans l'autre direction, il y a les interventions qui sont dirigées vers les personnes en besoin. Il y a maintenant l'intelligence artificielle et l'analyse des données de santé qui ont émergé comme des domaines clés dans la santé numérique. Ça permet d'extraire les informations utiles à partir des grandes quantités de données médicales. Permet d'améliorer les diagnostics, de personnaliser les traitements et de prédire les épidémies. Si on voit diagnostic assisté par intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour aider à diagnostiquer des maladies à partir d'images médicales, par exemple. Cela peut augmenter la précision des diagnostics, réduire le délai d'attente pour les résultats, ainsi permettre aux professionnels de santé de se concentrer sur les cas les plus complexes, tout en offrant un diagnostic préliminaire rapide et précis. Si nous prenons le cas de la gestion personnalisée des traitements, l'intelligence artificielle peut analyser les données de santé provenant de multiples sources. Ça peut provenir des dossiers médicaux électroniques, des résultats des laboratoires, des dispositifs de surveillance à domicile, pour recommander les traitements personnalisés en tenant compte des particularités de chaque patient, comme la génétique, les conditions préexistantes. Il y a aussi les réactions aux traitements antérieurs. Donc, l'intelligence artificielle propose des stratégies de traitement optimisées. Si nous voyons dans le cas de surveillance et prévention des épidémies, il y a des outils d'analyse des données de l'intelligence artificielle qui peuvent être utilisés pour surveiller et analyser des tendances de santé publique en temps réel, y compris la détection, la prédiction des épidémies en exploitant les données qui sont issues de diverses sources. Et cela permet aux autorités sanitaires d'agir rapidement pour contenir des épidémies potentielles en ciblant les interventions
et en informant le public tout en déployant des ressources médicales de manière proactive. Maintenant, il y a eu la pandémie de COVID-19 qui a accéléré la santé numérique. Parce que ça a mis en évidence l'importance de la santé numérique. Ouais. C'était pour assurer la continuité des soins de santé pendant cette période de crise. On savait, on devait respecter les mesures barrières. Donc, cette pandémie a également accéléré l'adoption des technologies telles que la téléconsultation, la télésurveillance ou bien la surveillance à distance des patients et aussi des outils de traçage des contacts parce qu'on devait éviter aussi ce genre de consultation physique. Maintenant, passons, donc, ici, je peux résumer cette partie de l'histoire en disant la santé numérique a connu une évolution significative au fil du temps en passant des simples systèmes informatisés à des technologies qui sont sophistiquées, telles que l'intelligence artificielle, la télémédecine. Maintenant, passons au cas pratique d'implémentation pour la prestation des soins. Selon les statistiques, pour les villes, les grandes villes, la distance moyenne parcourue par un patient pour atteindre le médecin est de 3 km. Et une fois sur place, il faut ensuite attendre longtemps dans la file avant d'être consulté. Dans les milieux ruraux, cette distance peut atteindre même 30 km, augmentant ainsi le coût du voyage. Parce qu'on voit ici, c'est le patient qui voyage. Maintenant, grâce à ces nouveaux concepts, donc la numérisation, ce n'est plus le patient qui voyage, mais on laisse maintenant les données voyager. Donc, le patient envoie les données, le médecin accède aux données, ce sont les données qui voyagent. Donc, indépendamment du lieu et du moment, le médecin peut accéder aux données et adapter la thérapie du patient. Si, voyons ces cas d'implémentation où nous avons le patient, nous avons le médecin généraliste et nous avons un médecin spécialiste. Donc, le patient envoie les données et il y a le médecin généraliste en tant que fournisseur de soins primaires a accès à ces données du patient. Maintenant, c'est le point 1 ici. En cas de nécessité, le médecin généraliste peut solliciter l'avis d'un spécialiste dans le système en lui transmettant les données requises. C'est le point 2. Maintenant, le spécialiste évalue la situation et formule son opinion et ses instructions. C'est le point 3. Et le médecin généraliste peut faire quoi? Il peut maintenant enrichir ou bien il ajuste sa thérapie pour le patient en conséquence. Ça, c'est le point 4 maintenant. Donc, ce genre de système ont comme avantage supplémentaire, il y a le partage de l'expérience, des connaissances et de l'expérience, de l'expertise entre le médecin généraliste et le spécialiste. Ça permet d'améliorer la qualité des soins. Maintenant, en prenant le cas d'un hôpital ou une entreprise, au départ, nous avons un système qu'on peut appeler traditionnel. C'est un système qui n'est pas informatisé. Nous voyons ici, ça peut être un hôpital où nous avons plusieurs départements. Département de finances, département d'achat, stock, ainsi de suite. Maintenant, c'est un système d'information, parce qu'on dit un système d'information qui n'est pas informatisé. On dit un système d'information est défini comme un ensemble organisé de ressources qui permettent de collecter, de stocker, de traiter et de diffuser les informations nécessaires pour le fonctionnement d'une organisation. Mais il n'est pas nécessairement informatisé. Maintenant, le but, c'est faire quoi? C'est quitter ce système d'information qui n'est pas informatisé à un système informatique ou bien le représenter sous forme de ces systèmes informatiques. Donc, c'est dans le but, quel est le but? C'est de concevoir des systèmes qui sont stables, qui sont optimisés en termes de performance, de fiabilité et de sécurité.
Maintenant, comme nous sommes là, on peut maintenant voir le point essentiel qui est la sécurité des données et la vie privée. Parce que la santé numérique souligne l'importance de la protection des données de santé. La santé, ces données comprennent des informations médicales personnelles qui, si elles étaient compromises, pourraient affecter la vie privée et la sécurité des individus. Donc, l'enjeu principal est de mettre en place des systèmes sécurisés qui garantissent la confidentialité et l'intégrité des données tout en permettant, bien sûr, aux professionnels de santé d'accéder aux informations nécessaires pour fournir les soins appropriés. Et nous savons que la compromission de ces données médicales personnelles peut avoir des conséquences graves sur la vie privée et sécurité des individus. Je peux donner quelques exemples comment cela pourrait se reproduire. Il pourrait y avoir chantage et exploitation financière. Si les informations médicales sensibles, comme les diagnostics des maladies graves ou qui sont jugées honteuses, tombaient entre les mains de personnes mal intentionnées, elles pourraient être utilisées pour faire chanter les patients. Donc, le criminel pourrait menacer de relever ces informations à des employeurs ou bien à des membres des familles ou publiquement, sauf si la victime ou les victimes payaient une rançon. Alors, ces genres de situations peuvent non seulement causer un stress immense et de l'anxiété pour les victimes, mais aussi potentiellement les ruiner financièrement. Deuxième exemple, il peut y avoir discrimination à l'emploi ou à l'assurance. Donc, si les détails de l'état de santé d'un individu sont divulgués sans son consentement, cela pourrait conduire à une discrimination dans plusieurs domaines de la vie. Par exemple, un employeur pourrait hésiter à embaucher quelqu'un qui a un historique de problèmes de santé coûteux. Ou bien une compagnie d'assurance pourrait augmenter les primes ou bien même refuser de couvrir une personne sur base de ses antécédents médicaux. Alors, cette discrimination peut limiter les opportunités économiques et sociales de la personne concernée et entraîner la stigmatisation à long terme. Donc, la protection des données personnelles exige la mise en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité correspondant au risque. Même comme on voit ici l'exemple des règlements européens de 2016, qu'on appelle aussi règlement sur la protection des données. Ça précise que la protection des données personnelles nécessite de prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Ça, c'est l'article 32. Mais ce qui est important ici, c'est garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Comme exemple, ici, je peux dire, si un système où les données traitées présentent un risque faible, par exemple, prenons le cas d'un blog où les seules données personnelles collectées sont des adresses email pour l'abonnement à une newsletter, par exemple. Une mesure appropriée pourrait être l'utilisation d'une authentification par mot de passe de base. Ouais, cela fournit un niveau de sécurité suffisant pour protéger les adresses email contre les accès non autorisés, tout en restant une solution simple et peu coûteuse. Par contre, si nous avons un système qui traite les données hautement sensibles, comme un système de santé électronique contenant des dossiers médicaux complets, il y a des mesures de sécurité beaucoup plus strictes sont nécessaires. Par exemple, l'utilisation de l'authentification multifacteur est essentielle pour assurer que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder au système. Authentification multifacteur, sûrement vous l'avez déjà constaté, il y a des fois vous mettez votre mot de passe et ça vous dit, on vous a envoyé un code sur votre téléphone ou bien sur votre email, vous devez vérifier et donner d'abord ces codes avant de continuer. Donc, vous voyez, on essaye de vous identifier dans deux systèmes différents. Donc c'est une plus haute sécurité. Mais à part cela, pour des systèmes qui demandent une grande sécurité, il y a aussi les chiffrements doivent être mis en place pour protéger les données pendant leur transmission et leur stockage. Ceci assure que même en cas d'interception, les données restent protégées
est inaccessible sans la clé de chiffrement qui soit appropriée. On va revenir sur la clé de chiffrement. Maintenant, pour déterminer quelles mesures prendre pour quel système, il faut procéder de la manière suivante. Donc, commencer à recenser les traitements des données à caractère personnel. Vous appréciez les risques engendrés par chaque traitement. Et puis, vous identifiez les impacts potentiels sur les droits des libertés des personnes concernées pour ces cas qui sont là. Accès illégitime à des données, modification non désirée des données et disparition des données. Et pour assurer la conformité aux normes de sécurité et de vie privée dans la conception, développement et exploitation des systèmes, il y a cette liste d'aspects qu'il faut prendre en considération. Vous voyez, il y a 17 aspects ici. Il y a sensibilisation des utilisateurs, authentification des utilisateurs. Il faut limiter les accès, tracer les accès et gérer les incidents. Sécurisation des postes de travail, sécurisation de l'informatique mobile, sécurisation des réseaux informatiques internes, sécurisation des serveurs, sécurisation des sites web, sauvegarde régulière, archivage sécurisé, maintenance et destruction des données, sous-traitance, échange avec d'autres organismes, protection des locaux, développement informatique. Il faut chiffrer ou signer les données. Donc, tout ça, il faut prendre en considération pour être conforme aux normes. Maintenant, je vais donner un exemple sur ces 17 points. Prenons un cas de la communication qui n'est pas sécurisée. Prenons le cas où les données doivent quitter votre machine, votre navigateur pour aller vers les serveurs. Maintenant, dans la plupart des cas, vous avez les données ou les documents, vous devez placer ça dans une enveloppe. Alors, il y a des protocoles qui sont pour cela. Je vais juste expliquer d'une manière simple. Vous pouvez avoir une enveloppe qui est le protocole SOAP. Alors, vous avez l'enveloppe qui est là. Il faut maintenant, c'est les données que vous voulez faire voyager. Alors, il faut les données que vous allez placer dans votre enveloppe. Alors, les données sont là. Vous placez les données dans votre enveloppe. Maintenant, vous voyez, les données sont au clair. Vous pouvez lire ici Goma, compte bancaire, les données ne sont pas codées. Alors, une fois les documents sont dans l'enveloppe, il faut maintenant la route pour aller vers le serveur, n'est-ce pas? Maintenant, cette route, dans la plupart des cas, c'est l'Internet. Donc, vous avez Internet qui est la route qui va vous amener vers le serveur. Mais quand vous avez la route, il faut maintenant un moyen de transport. Alors, comme moyen de transport sur Internet, le moyen de transport, c'est le protocole HTTP. C'est le protocole qui vous guide comment les données sont fragmentées en paquets pour rouler sur cette route Internet. Mais il y a un problème. Internet, c'est quoi? Internet, c'est une interconnexion de plusieurs machines au niveau global. Donc, et chaque machine est identifiée par son adresse IP. Donc, si je connais votre adresse IP, je peux accéder à votre machine sur Internet. Donc, on peut dire l'Internet n'est pas sécurisé. Quand vous faites voyager les données sur Internet, c'est vous qui devez songer protéger ces données ou bien chiffrer ces données. Donc, pour dire qu'une personne de mal intentionnée peut accéder à votre document ici, et comme le document est au clair, il pourra utiliser ces documents contre vous. Ces dossiers, il pourra utiliser votre document contre vous. Alors, c'est pour dire, cette manière d'envoyer n'est pas conseillée. Alors, revenons pour essayer de voir comment on peut le faire, comment on peut résoudre cela. Je reviens encore sur le cas où vous utilisez la route Internet, le protocole HTTP. Le protocole HTTP pour envoyer. Les données que vous voulez envoyer sont là, c'est au clair, vous pouvez lire le mot de passe, le compte, ainsi de suite. Mais quand vous utilisez ce moyen de transport HTTP, les données sont lisibles. Ouais, c'est ce qu'on a dit, il faut éviter, parce qu'une personne de mal intentionnée, ceci n'est pas conseillé, parce que la personne peut prendre ces données, intercepter ces données. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le protocole HTTPS, S pour secure, pour dire sécurisé. Maintenant, ces protocoles, donc ici maintenant, ça chiffre les données à l'aide du protocole TLS. On ne va pas entrer en détail pour assurer un transfert sécurisé. Mais en utilisant aussi ça,
il y a aussi, grâce à la signature numérique, il y a l'authenticité de la source aussi qui est vérifiée, ce qui empêche toute manipulation. Donc, mais il y a maintenant les données qui sont chiffrées de bout en bout, donc de A à B. Vous voyez, ici, on ne peut plus lire. Mais tout de même, quelqu'un de mal intentionné peut toujours accéder à ces données-là, mais il ne saura pas les interpréter parce que ces données sont codées. Donc, il y a aussi une autre façon d'envoyer ces données. Donc, une autre possibilité pour sécuriser cette communication, il y a des fois, c'est l'utilisation de VPN. C'est un logiciel, sûrement il y a ceux qui ont déjà installé ça, qui est installé sur l'appareil, ça peut être sur votre téléphone ou votre ordinateur. Ce logiciel crée un canal sécurisé qui est souvent appelé un tunnel. Donc, ça crée un tunnel entre votre navigateur jusqu'au serveur VPN. Comme ça, votre bus voyage maintenant dans le tunnel. Donc, vous voyez, c'est une sécurité plus. Donc, vous voyez maintenant, ici, les données sont chiffrées en passant dans ces canaux, dans ces tunnels. Et il y a une autre chose qui arrive aussi quand vous utilisez ces logiciels VPN. Ça vous connecte à ces serveurs d'une manière sécurisée. Mais ici, ça vous dote d'une autre adresse IP. C'est une adresse qui devient anonyme. Parce que vous savez, quand vous avez votre adresse IP, il y a la plage d'adresses IP pour chaque pays. Donc, en connaissant votre adresse IP, on peut savoir que vous vous localisez en RDC ou en Ouganda, ainsi de suite. Alors, c'est pour cela que il y a des fois, on bloque Facebook au niveau de la RDC. Il y a ceux qui installent le VPN, c'est Virtual Private Network. C'est pour essayer d'échapper à ça, parce que ça vous connecte à ces serveurs et ces serveurs vous donnent une autre adresse IP qui n'est pas connue. On ne sait pas localiser où se trouve cette adresse IP. Alors, vous pouvez contourner cela et surfer avec cette adresse IP. Vous voyez, même si on a bloqué au niveau de la RDC, mais vous utilisez VPN, donc voilà comment ça fonctionne quand vous utilisez le VPN sur vos téléphones ou pour essayer de contourner quand on a bloqué Facebook. OK, maintenant, comme on a parlé de chiffrer, on va essayer de voir chiffrer maintenant c'est quoi? Coder les informations. Parce que nous avons ici, pour voir la demoiselle ici qui va envoyer ces documents à sa maman. Vous voyez ici, c'est écrit « Bonjour maman, l'ASJRDC a maintenant un nouveau bureau ». Vous pouvez lire ça, c'est au clair. Maintenant, il faut envoyer ces documents dans le canal. Or, le canal est dangereux. Il y a des coupeurs de route. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il faut une clé et un algorithme de chiffrement. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on code. Une clé est composée d'un nombre de caractères, donc d'une longueur bien déterminée. Et c'est ça qui code avec l'algorithme. Donc, l'algorithme de chiffrement a besoin de la clé. Donc, vous codez votre document avec la clé. Vous voyez ici, maintenant, ça devient on ne sait plus lire. Donc, même si quelqu'un va intercepter, il ne saura pas interpréter ça. Alors, arrivé chez la maman qui doit recevoir, elle a besoin de comprendre ça. Donc, elle a aussi besoin d'une clé pour déchiffrer cette information, ces documents, afin qu'elle soit encore lisible comme elle était envoyée. Donc, vous voyez maintenant avec la clé, maintenant, dans les cas de ce qu'on appelle chiffrement symétrique, la même clé qui a été utilisée pour chiffrer, pour coder, c'est la même clé qui est utilisée pour déchiffrer. Bon, là, on parle de déchiffrement symétrique. Mais vous voyez, il y a un danger parce que celui qui reçoit, il doit savoir connaître cette clé. Donc, il y a un danger parce que cette clé doit être envoyée aussi dans le système. Et en envoyant cette clé d'une manière ou d'une autre dans le système, un hacker peut toujours intercepter cette clé aussi. Alors, ça, c'est un danger. Maintenant, pour éviter cela, il y a aussi ce qu'on appelle ce genre de chiffrement. Où vous avez ici Bob et Alice. Maintenant, chacun d'eux possède deux clés. Il y a une clé qui est publique et une autre clé qui est privée. Donc, la clé qui est publique, je peux la laisser voyager. Tout le monde peut connaître ça. Celui qui veut m'envoyer un message, il code ça avec ma clé publique. Et c'est seulement ma clé privée qui peut déchiffrer ça. Or, la clé privée, ça reste à moi. Mais je laisse, ma clé publique est connue par tout le monde. Donc, si Bob veut envoyer ses documents à Alice,
c'est Hello Alice, il veut que ce soit d'une manière chiffrée, il va utiliser la clé publique d'Alice. C'est la clé publique d'Alice pour chiffrer ces documents. Maintenant, ça devient illisible. Et arrivé maintenant ici, Alice va utiliser sa clé privée pour déchiffrer ces documents et peut maintenant lire encore les documents. Donc, vous voyez, ici, on a échappé à ce problème où la clé peut être interceptée, c'est la clé pour déchiffrer. Même si quelqu'un a capté cette clé publique, ça ne sert à rien. Vous pouvez l'utiliser juste pour coder les informations, mais vous n'allez pas décoder avec. OK, maintenant, donc, quand vous avez des systèmes, il faut faire évaluer le niveau de sécurité des données personnelles de votre système ou bien de votre organisme. Donc, il faut préparer une liste qui contient les 7 aspects que nous avons déterminés. Donc, en commençant par la sensibilisation des utilisateurs jusqu'au chiffrement. Et puis, vous essayez de cocher si vous avez considéré tous ces aspects. C'est comme ça qu'on fait même quand on fait l'audit. Donc, vous essayez de voir est-ce que tous ces aspects ont été pris en considération. Si oui, alors votre système est conforme aux normes de sécurité et de la vie privée. Maintenant, pour finir, le dernier slide, comme j'ai dit, ça c'est un exemple d'un un de nos projets qui a été financé par la Commission européenne dans le cadre des programmes FP7 ou Horizon. Après, c'était devenu Horizon. Maintenant, quelle était ici la problématique? Ouais. La problématique, comme vous la voyez ici, c'est le stress. Donc, selon les statistiques, c'est principalement les lundis que la majorité d'employés subissent des crises de stress. Vous allez vous demander pourquoi les lundis? Parce qu'en effet, c'est les lundis les lundis sont souvent marqués par des réunions où chacun doit présenter le travail accompli la semaine précédente. Ainsi aussi, le plan de recherche ou les résultats obtenus. Donc, il y a des grandes attentes qui reposent sur chaque individu, puisque vous devez justifier votre salaire. Vous n'êtes pas payé pour rien. Maintenant, ça crée des stress le lundi, et c'est là où le lundi, la majorité, selon les statistiques, il y a beaucoup qui piquent la crise le lundi. Maintenant, face à cette situation critique du stress au travail, notre consortium qui nous sommes là, nous avions travaillé, développé ou concevoir, nous avons conçu et développé un système capable de déterminer automatiquement le niveau de stress d'une personne. Donc, il y avait, la personne est là, il porte des capteurs, il y a les signaux vitaux qui sont collectés. Ici, c'était le battement du cœur, donc intervalle entre les battements du cœur. On pouvait enregistrer pendant 3 à 5 minutes. Et maintenant, ça passait, il y avait un algorithme intelligent qui était là pour essayer après l'entrée, ces données, ces éléments qui entrent, et à la sortie, ça faisait quoi? Ça fournissait un niveau de stress allant de 1 à 7. Donc, 1 pour no stress et 7 pour extrême stress ou burn-out. Ouais. Et là, il s'agissait d'un système de monitoring qui est destiné à alerter en cas de détection d'un niveau de stress élevé. On pouvait voir que cette personne a un niveau qui va vers 6 ou 5, 6. Vous pouvez dire que cette personne devait prendre congé, par exemple. 2 jours, vous restez à la maison, ou bien vous suivez une thérapie Y pour essayer de stabiliser votre stress. Donc, c'était un projet c'était dans le cadre de la prévention. Et l'équipe est là. Et ça, c'est un projet parmi plusieurs que nous réalisons dans le domaine de la santé numérique. OK, je vous remercie pour l'attention. Je crois qu'il nous reste peu de temps pour... si vous avez des questions, je crois que c'est le moment. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, professeur, pour cette belle présentation. En tout cas, on a été enrichis dans ce domaine qui est vraiment en développement, parce qu'il faut dire que le dossier médical partagé en Europe aujourd'hui est devenu carrément obligatoire, parce que ça permet entre les différents intervenants dans le système de santé de se communiquer avec beaucoup de facilité. Notre pays est très enclavé, comme vous l'avez dit, et je pense que aller vers cette intelligence numérique
va beaucoup nous aider à améliorer la prise en charge de nos patients, sachant que nous avons une accessibilité très limitée dans notre milieu. Sans plus tarder, j'ai déjà 3 questions. Je vais demander à chacun de nous si quelqu'un a une question de ne pas dépasser des questions parce que nous sommes nombreux à vouloir prendre la parole. Et donc, soyons un peu synthétiques et nous permettre de gagner quelques minutes. Vous avez remarqué que nous avons commencé à l'heure. L'orateur a terminé à 19h juste. Donc, il faut qu'on essaie d'aller vite. La première question, professeur, vient de notre ami Mitoum. J'espère que je prononce bien le nom. Alors, notre ami pose la question. D'abord, il dit que c'est une très belle présentation, mais il y a quand même quelques petites questions. La première, il nous dit ceci. Nous sommes des domaines différents. Comment expliquer en quelques mots le principe de l'intelligence artificielle pour le comprendre parce que nous ne sommes pas du même domaine? Je ne sais pas, je vais enchaîner à sa deuxième question, comme ça, parce que c'est la même personne. Sa deuxième question, il dit ceci. Avec l'intelligence artificielle, y a-t-il pas crainte que les médecins soient remplacés? C'est-à-dire qu'on est au chômage alors qu'on doit lutter contre le chômage. Je pense que notre ami, il pense déjà à notre métier qui est en danger et je partage son avis. La troisième question, ça vient de la même personne. Que pensez-vous de la gestion des urgences avec l'intelligence artificielle, surtout pour les grands hôpitaux, avec une grande fréquentation en termes des urgences? On va d'abord balayer ces 3 premières questions. Donc, s'il y a des soucis, je peux les rappeler. Professeur, vous avez la parole. OK, merci beaucoup. La première question, c'était le principe de l'intelligence artificielle. En fait, c'est quoi? L'intelligence artificielle, ça fonctionne en utilisant des algorithmes, hein, et aussi des modèles statiques. C'est pour permettre, je pourrais dire, aux machines d'apprendre à partir des données. Donc, c'est afin de prendre des décisions et d'effectuer des tâches qui nécessiteraient normalement l'intelligence humaine. Maintenant, ça serait ces algorithmes-là qui prennent des décisions. Donc, vous voyez, et dans l'intelligence artificielle, il y a il y a normalement des algorithmes qu'on appelle génératifs, il y a d'autres discriminatifs. Donc, maintenant, il y a toujours 2 phases. Il y a la phase d'apprentissage, où il y a les données qui sont collectées. Ouais. Et puis, à partir de cet apprentissage, il y a l'algorithme qui est créé. C'est un modèle mathématique qui représente ce qu'il a appris. Ouais. Maintenant, ce modèle est essentiellement une formule qui est complexe, qui peut prédire les données maintenant dans le futur. Maintenant, dans la phase de génération, c'est là où vous avez maintenant, ça utilise les modèles qui a été développé pendant l'apprentissage, pour maintenant être utilisé. Donc, je peux dire, comme exemple, je vais donner ici exemple. Vous pouvez prendre l'exemple des artistes qui apprennent en regardant, par exemple, beaucoup d'œuvres d'art et en essayant ensuite de créer leurs propres œuvres en se basant sur les styles et les techniques qui ont été observés. Donc, vous voyez, vous avez appris de certaines données et puis maintenant, vous commencez à appliquer. Ouais. Et ces algorithmes sont très puissants et peuvent même générer des résultats qui sont étonnants. Ouais. Mais il y a la limite parce que vous êtes limité sur les données sur lesquelles vous avez été formé, vous avez été entraîné. Ouais. Donc, il ne crée pas à partir de zéro, mais donc vous entraînez dans un domaine X et ça va travailler, ça va vous générer les résultats dans ce même domaine. Ouais, donc ça, c'est pour essayer de dire comment un peu l'intelligence artificielle fonctionne. Ouais, donc, ça utilise des algorithmes et des modèles qui sont statiques pour permettre aux machines d'apprendre à partir des données. Maintenant, il y avait la deuxième question, c'était la peur du chômage, pour dire est-ce que maintenant les médecins, il n'y aura pas... Ça, c'est vrai, c'est une préoccupation. Il y a ceux qui disent est-ce que ça ne va pas remplacer les médecins. Il y a ceux qui disent par la médecine sans médecin. Ouais.
Mais je crois qu'ici, on ne doit pas avoir peur parce que l'intelligence artificielle devrait être vue comme un outil qui complète les compétences des médecins plutôt que comme des remplaçants. Parce que si vous voyez l'intelligence artificielle, le médecin, donc ça offre à la médecine des perspectives qui sont fascinantes pour améliorer les soins de santé. Mais il est essentiel de reconnaître que les médecins restent indispensables dans ce domaine. Parce qu'il y a la compétence humaine qui est irremplaçable. Donc, il y a les médecins qui apportent leurs compétences essentielles, ouais, qui va au-delà des capacités de l'intelligence artificielle. Par exemple, il y a le jugement clinique. Ouais, il y a la capacité de comprendre les nuances contextuelles ou émotionnelles des patients. Il y a la gestion des imprévus, par exemple. Ouais, les médecins sont capables de gérer des situations imprévues. Il y a aussi, si on voit les médecins, ils ont souvent, il y a l'éthique médicale. Les décisions médicales comportent souvent des considérations éthiques qui sont complexes et qui nécessitent une compréhension profonde de la valeur humaine. Ouais, il y a des normes culturelles, donc ce sont des domaines pour lesquels les médecins sont spécifiquement formés. Ouais. Et le médecin joue un grand rôle, bien sûr, dans l'interprétation des résultats qui sont fournis par l'intelligence artificielle. Ouais, c'est surtout dans la prise des décisions finales. Ça revient toujours au médecin. Maintenant, il y a aussi cette relation entre patient-médecin. Ouais, parce que ça ne doit pas aussi manquer, parce que la relation de confiance entre patient et le médecin est fondamentale pour un traitement efficace. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a les médecins qui contribuent à la formation du modèle, parce que quand même on entraîne le modèle, on a besoin de cette expertise. Ouais, il y a l'expérience qui aide à l'entraînement de ce modèle-là. Donc les médecins sont là, ils aident, et puis après, le système va les aider après. Ouais, donc c'est un peu ça, mais les médecins restent indispensables. Il y a aussi, il y avait la dernière question qui était gestion des urgences pour les grandes... c'était pour les grands hôpitaux, hein, Pour les aussi. grands hôpitaux, est-ce qu'on peut gérer les urgences? Je Est-ce propose qu'on qu'on peut... soit un peu bref pour les questions et les réponses pour nous permettre, parce qu'il y a trop de questions. C'est OK. très passionnant le sujet, donc vous allez vous fatiguer et économiser Oui, votre énergie. oui, oui, oui. Bon, pour la gestion des urgences, je peux dire, euh, je peux parler directement dans le sens de euh, comment, donc, du numérique dans la médecine. Parce que, vous voyez, quand on a parlé des dossiers électroniques, ouais, quand il y a des urgences, vous voyez que quand on a des cas d'urgence, prenons les cas d'accident, c'est comme j'ai dit, avec cette numérisation-là, vous avez, les médecins n'ont pas d'abord à commencer par faire des analyses des laboratoires avant de commencer les traitements d'urgence. Parce que s'ils n'ont pas aucune donnée sur les patients, ils doivent d'abord savoir c'est quel groupe sanguin. Donc, il faut d'abord commencer par les labos et tout, ainsi de suite. Alors qu'avec la médecine, je dirais, le numérique, vous avez toutes ces informations sont directement accessibles. On n'a pas besoin de perdre le temps. Donc, je peux simplifier comme ça la réponse. Merci, professeur. Je passe rapidement à la question suivante. Notre ami Esaïe pose la question. Vous n'avez présenté que les avantages de l'intelligence artificielle en santé numérique. Que retenir maintenant des inconvénients? En existe-t-il ces inconvénients? Donc, il veut savoir, est-ce qu'en dehors de tous ces bienfaits qu'on brandit sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a quelques inconvénients et lesquels? Ok, ça c'est une bonne question. C'est vrai que je n'ai parlé que de bon, ce qui est positif. Ok, mais il y a quand même certaines préoccupations, ouais, parce que je vais parler en cas d'erreur médicale, ouais, en impliquant l'intelligence artificielle. Quand c'est un algorithme qui a réfléchi, c'est un algorithme qui a pris la décision, vous voyez, il peut être difficile de déterminer la responsabilité parce qu'on ne sait pas maintenant à qui la faute. Des fois, le médecin, quand il a fait l'erreur, des fois, il subit des... Maintenant, quand c'est l'intelligence artificielle qui ira chez... voilà. Donc, vous voyez, ça devient à qui la faute maintenant, qui sera responsable quand c'est l'intelligence artificielle qui a pris la décision. Ouais.
Donc, ça, c'est une première préoccupation. Maintenant, il y a aussi, avec l'intelligence artificielle, ça nécessite accès à des vastes quantités de données personnelles et qui sont sensibles. Donc, il y a aussi risque accru de violation des confidentialités de ces données. Ouais, si ces données ne sont pas correctement protégées, alors il y a ces risques-là que ces données soient, voilà, soient partagées et les personnes non autorisées pourraient accéder à ces données. Bon, ça c'est parce que ça utilise une grande quantité de données. Maintenant, il y a aussi l'aspect de dépendance peut-être excessive de l'intelligence artificielle qui pourrait aussi potentiellement diminuer les compétences cliniques des professionnels. Hein, si Ouais, je prends seulement ici si ils se mettaient trop à utiliser cette technologie et négliger le développement de leur propre jugement clinique, hein, ils se fiaient seulement à ça, ça pourrait aussi créer un danger dans ce sens-là. Ouais. Et puis, il y a aussi pour l'intelligence artificielle, ouais, c'est comme une boîte noire. Ouais. Donc, c'est complexe, c'est opaque, on ne sait pas ce qui est fait là, mais on vous donne seulement des résultats. Ça prend des décisions, mais on ne sait pas comment ça rend difficile pour les médecins et les patients de comprendre comment les décisions sont prises. Ouais. Et ceci peut affecter la confiance dans les soins, ouais, parce qu'on ne sait pas, souvent il y a une suite logique pour qu'on aille à la décision, mais quand c'est juste une boîte noire qui décide, après, oh, voilà. Donc c'est un peu ça, il y a cet aspect aussi de déshumanisation qui peut aussi arriver, parce qu'il faut toujours qu'il y ait cette interaction personnelle entre, donc, du côté humain, donc entre le médecin et le patient. Ouais, c'est là a toujours joué positivement. Ça joue aussi à la satisfaction des patients. Donc, c'est ça que je peux soulever comme réponse à cette question-là. Merci, professeur. Et il nous reste 8 questions. Je pense qu'on va s'arrêter. Je propose qu'on s'arrête à 19h20, donc dans 8 minutes. Il va falloir que nous puissions nous fournir un peu d'effort, chers collègues. Les autres questions peuvent continuer avec le professeur, même par WhatsApp, parce qu'elle a la question, elle est très passionnante. Notre collègue qui vous félicite pose la question. Il dit ceci. Attendez. Ah, c'était la suite de la même personne? Non. Il y a, actuellement, on parle de la protection sociale et promotion de la CCU. Il y a même une loi, a priori, qui serait passée, selon l'auteur de la phrase, sur la question. Donc, il pose des questions s'il y aura, excusez-moi, je défile un peu. Comment peut-on implémenter dans notre contexte le système numérique où il y a un sérieux problème de connexion, coupure d'électricité avec un déficit en personnel qualifié? C'est une belle question du prof Ingrid. OK, ça, ce sont des défis qui sont à relever d'abord, parce que bien sûr, quand on parle du numérique, quand on voit tout ce qui est informatisation, il y a d'abord l'infrastructure. Hein, ce sont des points auxquels sont des préalables. On doit d'abord travailler sur ces points-là, hein, parce qu'on a vu même avec le plan national du numérique, ils ont soulevé ces points-là. Donc, selon le plan, ils doivent travailler d'abord sur ça pour continuer. Parce que si nous n'avons pas il y a à chaque fois coupure, il n'y a pas de bonnes connexions. C'est difficile de parler de la santé numérique quand on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'infrastructure. Donc, il y a des préalables, ce sont des défis que nous devons d'abord résoudre, donc ces problèmes-là, pour essayer maintenant d'aller un peu plus loin. Ouais. J'espère que le plan, je n'ai pas fait le suivi de ce plan pour savoir ils sont à quel niveau, est-ce que l'exécution je n'ai pas vraiment des updates sur ce point-là. Ouais. Mais je sais qu'ils avaient commencé avec la fibre optique. Je ne sais pas, le projet continue, ça évolue ou c'est arrivé à quel niveau. Donc, on espère qu'avec le temps, il y avait certaines personnes qui avaient leur VSAT pour essayer de se créer une meilleure connexion. Mais malheureusement, il se pourrait que ça a été bloqué encore au niveau ouais, parce qu'il y avait autorisation et tout ça. Donc, vous voyez, on doit d'abord créer une situation qui nous aide, un environnement qui va nous aider à implémenter cela.
Merci Ouais. beaucoup, professeur. Une autre question, c'est que notre ami dit qu'il y a-t-il un système spécifique d'archivage et de communication des données médicales, comme les données d'imagerie médicale, par exemple, qui sont constituées essentiellement des images. Donc, il pose la question s'il y a un système Ouais. spécifique pour archiver les données. Oui, il y a des systèmes qui sont prévus pour les images médicales. Il y a des systèmes, par exemple, DICOM, il y a des systèmes, les hôpitaux ici, ils ont des systèmes d'archivage euh, des images médicaux. Ouais. Donc, il y a des systèmes qui sont conçus dans ce sens-là. Ouais, avec même les HL, donc les HL Health Level 7, donc HL7. Donc, il y a des systèmes qui existent, même qui existaient avant les HL7. Il y avait les DICOM, il y avait d'autres systèmes qui étaient là pour essayer pour l'archivage des données, des images médicaux. Donc, je peux donner d'autres détails. Si la personne est intéressée, je pourrais donner d'autres informations sur ça en privé pour compléter cela C'est parfait, professeur. avec des liens. Merci beaucoup, professeur. Et je peux vous avouer que les trois prochaines questions, ce n'étaient que des félicitations pour la belle présentation. Je passe à la question. Il y a notre ami Blaise qui est chercheur à la faculté des sciences, qui travaille sur la mise en place d'un moteur de recherche personnalisé et intelligent pour l'accès de soins de santé à Kinshasa. Il utilise l'API de ChatGPT et une base de données RDF pour créer les ontologies. Il aimerait certainement avoir votre contact par la suite et donc je lui demande de reprendre les échanges avec vous pour approfondir sa question. Moi, je le connais personnellement, il m'a beaucoup aidé dans la mise en place d'un logiciel pour les études en ligne et c'est un garçon que je recommande vivement pour la suite. Une question arrive, ben, celle-là, elle est particulière parce qu'elle vient de la présidente. L'intelligence artificielle prend-elle en compte la notion de trouble hydro quoi, chef? Attendez, j'ai défilé trop vite. Donc, l'intelligence artificielle prend-elle Oui, en compte... bonjour, en fait, allô, bonjour à tous. En fait, c'est plutôt ma question. C'était l'intelligence artificielle, artificielle prend-elle en compte cette trouble de hypochondrique? En fait, parce qu'il y a des gens qui imaginent qu'ils sont malades, mais en réalité, ils sont pas malades. Il y a des gens comme ça, en fait, par rapport, ils ont des symptômes comme ça, et puis prendre OK, un Doliprane, en fait, est-ce que ça prend-elle en compte? oui, voilà, voilà pour c'est pour des troubles hypochondriaques. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? C'est la question de notre ami Jean-Jacques Moulamba. Professeur, vous êtes là? Ah, on Je n'a pense pas de que le chance. professeur a un problème de connexion. Le prof a un problème de connexion. Bon, avant de terminer, pendant que le prof va nous revenir, j'annonce que nous avons le prochain webinaire dans un mois encore et ça va porter sur la médecine traditionnelle, défis et perspectives. Nous allons d'ici là vous mettre en place les plus de détails dans le, dans les jours à venir et très rapidement. Les questions qui restent, le professeur n'étant pas connecté, je pense qu'il a perdu le signal. Et nous allons certainement bientôt lui transmettre les questions et il pourra vous écrire personnellement pour essayer de répondre aux deux dernières questions qui restaient parce qu'on a évidé presque toute la matière. Chers amis, chers confrères, chers collègues, chers amis, vous avez bien compris que la question était très passionnante et nous n'allons pas épulser. Et je nous propose de poursuivre les discussions sous d'autres modalités. Et comme nous l'avons promis de terminer à 19h20, il est exactement 19h20. Je vous souhaite à nous tous une belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Peut-être on peut activer nos caméras pour une photo. Sinon, la présidente va se fâcher. S'il vous plaît.
Activez vos caméras. Et quelqu'un Ils le ont plus pas fait rapide, de il va marcher, faire là. une belle photo. Ah, mais il est là, hein. Notre ami Hervé est là. Salut Hervé. Salut. Activez vos caméras, s'il vous plaît. On va faire une petite photo souvenir. Très bien. Ça a été une très belle réunion. Merci d'être venus nombreux. Et N'oubliez, on va, n'oubliez pas de partager la photo tout de suite. Au s'il revoir. vous plaît, prenez la Ouais. photo, s'il vous plaît. Vous avez la photo, un petit sourire. Qui prend la photo Oui, déjà? mais j'avais vraiment envie d'avoir une réponse à ma dernière question. Ben, ne vous About inquiétez pas, le prof, il va vous le écrire une point inbox. On va transmettre vos coordonnées au prof. OK, allô, là, maintenant, Oh, je le suis... prof est revenu. Et il y avait un problème. Ouais, voilà. Ce sont les aléas du direct. Donc, celui qui a parlé de la connexion, je vu qu'il y avait connexion, qui avait problème. Je sais pas si c'était de mon côté ou... voilà. Parce qu'on Alors, parlait, alors, on parlait de celui qui se sent malade, qui croit qu'il est malade alors qu'il ne l'est pas. Je disais, si je prenais le cas même de notre système là de stress, si vous pensez que vous êtes stressé alors que vous ne l'êtes pas, le système va considérer les données qui sont prises par le capteur et puis ça va considérer que vous n'êtes, peut-être ça va vous confirmer que vous n'êtes pas stressé. Mais si votre état de croire que vous êtes stressé maintenant vous rend stressé, c'est là où ça va maintenant peut-être encore vous rendre malade. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, le système est entraîné, selon que vous avez entraîné le système, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, donc, s'il y a des entrées, parce qu'il y a toujours des entrées et puis il y a la décision. Maintenant, si vous avez entraîné comme ça le système, et ça doit détecter alors quand la personne est réellement, ça doit prendre une bonne décision. Ouais, bien sûr, il y a des fois, l'algorithme n'est pas bien entraîné, où il y a toujours, les données n'étaient pas bien considérées, alors des fois, ça ne fonctionne pas comme il faut. Ouais, donc, des fois, ça arrive. merci beaucoup, professeur. Nous étions en train déjà de clôturer. Il y a eu quand même quelques petites questions. Mais vu le temps imparti, je propose qu'on vous les transmette directement par votre WhatsApp. Comme ça, vous pouvez Ouais. répondre aux intéressés parce qu'elles sont très longues et elles sont très passionnantes. Pendant que nous parlions, dès qu'on vous a vu arriver, il y a eu 3 questions qui se sont ajoutées. Ça serait Mhm. injuste de répondre à une et ne pas répondre à l'autre. Merci beaucoup, professeur, pour votre disponibilité. Elle a été trop belle, la présentation, et les mots ne seront pas pour vous dire merci. L'ASJ vous remercie pour votre disponibilité et nous espérons vous avoir prochainement sur d'autres thématiques et surtout nous dire ce que vous faites déjà avec les données du Congo, que nous savons que l'accessibilité pose problème. Ça va être un autre défi à relever. Merci à tous Merci. et bonne soirée. Ouais, je vous remercie aussi, hein. Merci beaucoup. Merci Bye, beaucoup. bonne Bye soirée. bye. Bye Merci. bye. Merci. Merci Allez, beaucoup, cher professeur merci. Claude. Merci. Merci, hein, pour avoir organisé tout ça. Bon. Et puis, on a été nombreux, on a atteint 51 à un moment, hein. Ouais, Bye ouais. OK. bye. Au revoir. OK, c'est bon, c'est bon. Bon, merci à